et on est ravis, très ravis même de vous retrouver pour un nouveau numéro de Monde des Arts. Au lendemain, vous le savez, d'un Conseil national de sécurité qui a levé un petit peu le pied sur les restrictions sanitaires, mais aucun mot, pas un seul, n'a été adressé au secteur culturel. Hein. On a l'habitude, mais enfin voilà, un secteur très affecté, vous le savez, par la crise, faut-il encore le répéter. On a reçu ici pas mal d'artistes, des directeurs de théâtre, des directeurs de salles, des gens qui s'occupent de spectacles et des spectacles justement qui ne pourraient jamais exister sans les techniciens du spectacle, les prestataires de spectacles vivants comme on les appelle et qui sont touchés de plein fouet par cette crise. Je pense aux ingé-sons, aux techniciens lumière, costumières, décorateurs, menuisiers, cuisiniers même, régisseurs de plateaux, maquilleuses, transporteurs, etc. etc. La plupart se retrouvent dans des situations souvent très critiques depuis des mois maintenant et certains réinventent leur savoir-faire. On va en parler ce soir avec nos invités. Tout d'abord, Réa Zazil, j'espère que je prononce bien. Réa, bonsoir. Tout à fait. Vous êtes d'origine mexicaine, vous êtes chorégraphe et technicien de lumière, c'est ça, c'est le terme exact? Moi, je suis créateur lumière et technicien lumière. Bon, c'est un peu la même chose. Voilà, mais vous travaillez dans la lumière. Ouais, c'est ça, la Pour lumière. l'instant, elle est un petit peu sombre, la lumière, on va en parler. En face de vous, Annabelle Lox. Bonsoir, Bonsoir. Annabelle. Alors vous avez des doigts de fée puisque vous êtes costumière. On va faire un gros plan sur vos doigts. C'est un peu un cliché, excusez-moi. Vous êtes costumière donc. Oui, et costumière. vous avez lancé une coopérative de costumières. C'est en train, on En s'organise. tout cas, voilà, il faut s'organiser puisqu'effectivement, on va en parler, vous avez été victime de cette crise sanitaire. Martin Célis, bonsoir Martin, on vous connaît un petit peu, vous travaillez entre autres ici, formation de monteur, mais vous êtes régisseur de plateau pour plusieurs théâtres? Oui, dans plusieurs théâtres, essentiellement au théâtre Le Public, mais je travaille aussi pour d'autres grands théâtres. D'accord, et effectivement, depuis le mois de mars, c'est un petit peu difficile. En face de vous, Sébastien Chartier, pardon. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Vous êtes technicien polyvalent, vous avez un surnom dans le milieu, c'est Spoon, c'est ça? Spoon. Spoon. Ça veut dire quoi, Spoon? Cuillère. Ah oui, d'accord, cuillère, d'accord. Simplement. Et vous vous occupez notamment de concerts, de courses. Je suis stage manager sur quelques festivals et puis je veux dire, la grosse partie de mon année, c'est direction technique pour des courses à obstacles pour les piétons. Voilà. Chez Crazy Run. Et gros problème aussi en ce moment, on va en parler. On va faire le point avec vous tous. Après, peut-être cette petite piqûre de rappel qui est signée Régitech. Regardez. Voilà, c'est signé Régitech, c'est en France, mais on peut tout à fait adapter ça à la Belgique. Elle est pas mal, hein, cette vidéo, parce qu'elle permet de rappeler, d'abord elle donne un petit frisson comme ça, elle permet de rappeler d'abord que vous faites des métiers, que derrière il y a des formations, il y a aussi des passions. On va parler des difficultés que vous vivez tous, mais tout d'abord, j'ai envie de parler de la passion. Pourquoi vous avez choisi ce métier à la base, Annabelle? C'est dur de revenir à ce moment-là. Ça fait longtemps maintenant.
L'amour de la littérature au départ. Ah oui? Oui, et puis la découverte des tissus, du textile, de la couleur, et donc la découverte du théâtre et la découverte du métier de costumier. Et voilà, ça s'est fait très naturellement. On va comprendre que cette passion est toujours là. Vous, ça a démarré comment, cette passion, notamment pour la lumière d'ailleurs? Oui, en fait, c'était quand je faisais mon master en chorégraphie. Oui. Et moi, je n'avais pas choisi, c'est mon prof d'éclairage qui m'a choisi comme son assistante lumière. Et donc, j'étais choisie pour lui et j'ai appris avec lui parce qu'à l'époque, il n'avait pas des écoles d'éclairage pour apprendre tout ça. Donc, j'ai appris vraiment sur les terrains. Et enfin, c'est grâce à lui que j'ai appris la passion pour la lumière et la dramaturgie de l'éclairage. Que peut amener l'éclairage et on n'y pense pas, mais quand on voit un spectacle, effectivement, il faut imaginer le spectacle sans éclairage. Hein, ça n'a plus rien à voir du tout. C'est très important. Vous, passionné aussi par votre métier? Alors moi, tout a commencé d'une conversation de bistrot où j'ai un copain qui m'a proposé, qui m'a demandé d'être bénévole sur son festival. Donc j'ai dit pourquoi pas et j'ai commencé à me retrouver sur la scène et puis je pense que le monde de la scène m'a peu à peu absorbé et sorti du métro boulot dodo. Ouais. Et donc un jour où j'en ai eu marre de mon métier d'origine qui est charpentier, je me suis dit pourquoi pas et là je me suis vraiment jeté à corps perdu dans l'événementiel et de fil en aiguille, maintenant au bout de 7 ans j'en suis toujours là quoi. C'est comme une drogue, hein, la scène, non, une fois qu'on y a goûté? Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui reste, je pense, en nous, quelque part, où on a un amour. Et je pense que pour professer correctement, il faut avoir cet amour-là du métier. Et aussi connaître le métier des gens qui travaillent sur un plateau, quoi. Il faut adorer ce métier, c'est un métier de l'ombre, comme on dit souvent, enfin c'est une expression un petit peu galvaudée, mais c'est ça, vous êtes moins mis en lumière que les autres. Encore moins maintenant, 7 mois exactement, avec toutes les machines qui sont arrêtées. Vous voyez peut-être le calendrier, là pour l'instant, c'est un calendrier un petit peu ironique, mais qui dit bien ce que ça veut dire. Pas de rentrée financière pour certains. C'était en mars, tout s'est arrêté brusquement. Quelle est la première réaction? Comment vous avez vécu ces moments, Annabelle? C'était mi-mars, je crois. Hein. Moi, j'ai perdu mon travail puisque en mars, j'étais sur une création au Théâtre des Martyrs pour une pièce de Shakespeare, Cymbeline, qui devait jouer en avril-mai. Voilà, donc c'était la stupéfaction, la surprise et tout de suite, ok. Qu'est-ce que je peux faire parce que je suis certainement pas la seule et il va falloir qu'on se soutienne et qu'on trouve des idées. On pense tout de suite à rebondir quand on se trouve, parce que là c'est le creux, c'est le mur quoi. Réa. Moi j'ai vécu des moments d'adaptation très importants. Et moi, j'étais en train de faire la trilogie de Mozart à la Monnaie en tant que freelance. Trilogie de Mozart, oui. Ouais. Et on n'a jamais pu présenter, en fait. Et donc, on a monté, on a fait tout, les répétitions, mais le public, il n'est jamais venu voir. Donc, et au moment que tout s'arrête, j'ai dû vraiment adapter tous mes savoir-faire pour pouvoir produire quelque chose que ça pourrait m'aider à survivre. Parce que vous êtes chorégraphe et c'est cette partie-là de vous qui vous a aidé. En fait, oui, c'est ça. En fait, je pense que grâce à que, j'ai un parcours assez polyvalent, que j'ai pu faire plein de choses. Et, ce que j'ai compris dans ce temps-là, c'est que notre métier, il est lié toujours à ces structures ou à des créateurs qui créent des spectacles. Donc, les techniciens d'art vivant, on est toujours liés à ça. Et quand ça s'arrête, nous, on n'a pas les contrôles pour faire des choses. Donc, je crée des projets que je peux gérer moi-même. Ouais. Parce que je n'avais pas le soutien des... C'est un petit peu comme vous, ça. C'est la même chose, c'est trouver en soi des ressources et des manières de se recycler, en fait, à un moment où
Mais comment on fait pour penser à se recycler Sébastien, on voit d'ailleurs des très belles photos, là je signale au passage de Claire Allard qui suit beaucoup comme ça des techniciens du spectacle vivant qui sont magnifiques. Nous on a pris ça un peu vraiment comme une claque dans la figure mi-mars. Donc nous en course à obstacles, je venais de finir de ranger la précédente qui s'était déroulée mi-février. Oui. Et donc j'étais en train de préparer la suite de la saison 2020 et du jour au lendemain on nous a dit stop, on ne peut pas faire la suivante. Donc je dis c'est pas grave, je vais prendre l'avance pour celle d'après. Et puis celle d'après on a encore annulé. Et puis elles se sont toutes annulées l'une à la suite de l'autre comme ça. Il y a un moment où on panique un peu, on se dit oulala où est-ce qu'on va C'est-à-dire que la première semaine on s'est dit ouais ok c'est pas grave, c'est comme une situation d'urgence, on va gérer ça comme d'habitude et tant pis, il y en a une qu'on fait pas, on en a plein d'autres. Et je veux dire au bout d'un mois et demi, là on commence à se poser des questions effectivement. Ouais, parce que ça s'installe quoi. Le problème c'est ça quoi, au moment voilà, le premier spectacle supprimé, ok, mais après qu'est-ce qu'on fait? Et après voilà, c'est qu'on se retrouve dans une situation un peu comme tout le monde, inédite, on ne sait pas trop comment ça va évoluer. Vous étiez au Théâtre Le Public à ce moment-là, vous? Moi je venais de terminer un contrat au Théâtre Le Public, j'ai terminé fin février et puis je suis parti en tournée pendant une semaine et demie. Et mais j'étais pas un peu comme mes collègues qui se sont retrouvés face à un jour, on leur a dit demain vous venez pas travailler. Moi j'ai travaillé ici à BX1 pendant directement quasiment après le Covid. Mais comme vous disiez tout à l'heure, c'est de se recycler, c'est de trouver des plans B, c'est de savoir se retourner quoi. Vous avez des collègues qui ont vraiment connu vraiment des moments très difficiles, j'imagine, qui ont eu du mal à remonter, je sais pas qui... Oui, je pense que plus tu es spécialisé dans ton domaine, plus tu es difficile à virer sur d'autres chemins. Donc je pense que les techniciens qui sont un peu plus dans des différents, qui touchent un peu à tout, c'est un peu plus facile de changer plus facilement, mais il y a des métiers dans le milieu des techniciens qui sont vraiment spécialisés. Je sais pas le rigging par exemple. Oui, voilà. C'est vraiment... Le rigging, c'est un secteur qui c'est faire des accroches moteurs en haut. Donc même maintenant, s'il y a une reprise dans les petites salles et tout, ils n'ont toujours pas de travail parce que eux, la plus grosse partie de leur boulot, c'est dans les grandes salles. Et ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que les grandes salles, comme la Monnaie, on peut peut-être en parler, ils ont des employés, des gens qui sont salariés, qui ont des CDI. Et vous aussi, Martin, vous travaillez dans ces théâtres, mais en plus, quoi, vous venez renforcer des équipes, ce sont des piges, comme on dit. Et c'est ça qui a disparu. Tout à fait. C'est, pour moi, en l'occurrence, j'avais... Durant mon mois d'avril, mois de mai, essentiellement des contrats d'une journée dans des théâtres. Et comme ils étaient fermés, tous ces contrats ont été annulés. Et donc après, maintenant septembre-octobre, et a aussi cela à la Monnaie, c'est qu'il n'y a pas de contrat pour les extras. Ils ont des contrats. La quantité de contrats disponibles, c'est pour les CDI. Annabelle Aumartir, c'était pareil pour vous Les employés du théâtre étaient toujours présents. Le chômage technique, c'est ça je peux pas parler pour tous les employés, mais en tout cas pour des techniciens, ils étaient encore là et en train d'essayer de trouver des solutions pour les distanciations dans le public, etc. Parce que les théâtres ont des subsides aussi pour fonctionner. Pour fonctionner malgré tout. Le problème, c'est vous, c'est nous les en pigistes, tant qu'équipe extérieure avec comédiens, scénographes, mise en scène, etc. C'est là que ça devient compliqué. Alors, Réa, vous avez rebondi effectivement dans la chorégraphie. On va voir quelques images, ce que vous avez lancé. Donc vous avez votre école de danse, c'est ça? Danse, oui, Chorégra Kids, ça s'appelle. Chorégra Kids, donc c'est pour les enfants. Et on va voir quelques images pendant que vous en parlez. Pendant le Covid, voilà, vous avez travaillé sur Zoom. Oui, en fait, comme je disais tout à l'heure, l'adaptation, c'était vraiment refaire notre manière de travailler. C'est vous là qui dansez là pour l'instant. Ouais. Et donc, c'est des laboratoires de création chorégraphique pour enfants. Et ça a fonctionné? Ça m'a fonctionné très très bien parce qu'en fait, il faut se rappeler qu'à ce moment-là, les parents ils étaient devant leur enfant toute la journée et les enfants devaient faire des choses. Et donc, c'était des rendez-vous qu'on faisait 2-3 fois par semaine avec des groupes d'enfants. Et on a fait aussi des travaux avec des enfants qui étaient dans d'autres pays, en Suisse, en France et même au Mexique.
Et on dansait tous ensemble et on faisait des travaux de recherche au niveau des mouvements pour pouvoir créer avec les enfants. Moi aussi, j'ai créé des chorégraphies exprès pour la caméra. Et on utilise les outils qui nous permettent de travailler par Zoom. Mais là, pour être très concret, pardonnez-moi, mais on ne gagne pas sa vie en faisant ça. Ben non. Et c'est ça le problème. J'étais épuisée après quelques mois. Et j'ai essayé de trouver des subsides pour l'aide à ces projets que j'ai trouvé que c'était intéressant. Et à cette époque-là, et même maintenant, on ne trouve pas de subsides pour la création de nouveaux projets. Vous avez appelé qui? La Fédération Wallonie-Bruxelles, par exemple? Oui. Oui. Et donc, même la commune d'Ixelles. Et vous ont répondu? Et à la commune d'Ixelles, ils m'ont répondu avec un email on a bien reçu votre dossier, on va vous appeler. Et c'est la date maintenant que j'ai pas un rendez-vous avec les services de culture. Donc, c'est vraiment aller contre le mur parce qu'on essaye de trouver des moyens, mais on a besoin d'aide. Évidemment, tout seul, c'est impossible. Le problème, c'est que ça se prolonge. Annabelle, c'est que là, c'est la rentrée, c'est que les spectacles n'ont toujours pas repris ou sous des formes très compliquées. Vous êtes costumière. Avec plusieurs costumières, vous aviez lancé les masques de Bruxelles, je crois. Oui, et puis les masques, c'était quoi? C'était une façon de... on avait besoin de masques à ce moment-là, puisque effectivement, le gouvernement n'en fournissait pas. Et il fallait en faire cette une idée qui a germé comme ça. En fait, au moment, ça c'est venu très vite. D'abord, je me suis indignée face à tous ces nombreux appels à couturières bénévoles. Et puis, je me suis dit, nous, les costumières, nos contrats tombent à l'eau, mais on a un savoir-faire qu'on peut valoriser. Le pays a besoin de couturières, de masques. On sait les produire, on va s'organiser, voilà. Et en fait, ça a été vraiment très beau parce que ça a été l'occasion pour plein d'acteurs du secteur théâtral bruxellois de nous venir en aide. On a reçu du Théâtre National des machines industrielles, on a pu installer un atelier à la Balsamine. On a reçu des tissus du Théâtre des Galeries. Il y a eu vraiment une solidarité du secteur pour nous aider à mener à bien ce projet-là. Ouais. Et ça a fonctionné. Moi, je voudrais qu'on revienne 2 secondes sur cette idée de bénévolat. C'est vrai qu'au début, on faisait les masques et c'était censé être gratuit. Il n'y a pas de raison de payer les femmes qui font des... Je voudrais juste, on va en reparler parce que c'est important. Je voudrais juste qu'on regarde une vidéo qui est assez incroyable. C'est Colruyt, le groupe Colruyt qui avait lancé cette vidéo. C'était une espèce d'hymne à ce fameux bénévolat. Regardez. J'ai d'abord commandé une boîte personnelle. Quand j'ai vu ce que j'ai reçu, alors j'ai envoyé un mail pour dire que j'étais responsable d'une maison de quartier, que les dames étaient disponibles. Toutes les petites mains ont leur importance. Tout le monde prend sa place et tout le monde trouve sa place. La chaleur humaine qu'on a sentie pendant tout ce temps, c'est incroyable. Les personnes dans le soin, c'était un peu dans les oublis. Ils n'avaient pas les moyens d'avoir des masques. Et grâce aux gens qui ont fabriqué les masques, on a pu les aider. Comme ça, maintenant, les gens savent à nouveau faire du sport, savent à nouveau sortir, savent à nouveau avoir de la visite. Ça fait vraiment bien au cœur. Les masques super chouettes, nickel. Voilà, ça on peut dire que c'est la communication d'entreprise pour le groupe Colruyt. En quoi ça vous choquait? C'était le fait que c'était bénévole, que c'était ça qui était mis en avant? Mais en fait, au départ, on a vu vraiment des dizaines de milliers de femmes en France et en Belgique qui se sont portées bénévoles. Et j'ai absolument rien contre cet élan de solidarité. Bien sûr. Ce qui m'a vraiment choquée, c'est comment cette solidarité a été instrumentalisée par des entreprises et par les États en Belgique et en France. Les entreprises qui aujourd'hui font du greenwashing en mode version social washing. Voilà, on a créé les masques parce que l'idée était d'en faire parler et de s'indigner. Pourquoi est-ce que la Belgique dépense des millions d'euros sur des commandes en Chine, en Turquie et au Luxembourg,
pour des commandes de masques. Pourquoi est-ce que la main-d'œuvre étrangère est rémunérée et pas la main-d'œuvre nationale, locale? Il n'y a pas de raison. Et on parlait de Colruyt, mais on peut dire qu'ils ne sont vraiment pas les seuls à avoir été dans ce sens, et même les États. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont mis en colère dans cette période, vous, Sébastien? Le fait que nous, on a été totalement oubliés. Ouais. Donc, je veux dire, le premier mois, on s'était fait une raison, on s'est dit on va attendre. Et puis, toutes les semaines, on attendait la semaine suivante, savoir ce qu'ils allaient dire au CNS. Et puis, on a commencé à vouloir avoir des représentants qui se mettent en contact avec les ministres, avec tout ça. Et à chaque fois, c'était on en parlera la prochaine fois, on en parlera la prochaine fois. Et nous, on ne savait toujours pas quoi faire, on ne savait toujours pas quand est-ce qu'on allait redémarer, on ne savait toujours pas à quelles conditions. Et on ne sait toujours pas, on peut parler au présent, dans l'événementiel. On ne sait toujours pas, c'est ça le problème. Et donc, du coup, nous, dans tout ce qui est organisation de site et tout, gérer des centres de crise, c'est ce qu'on a l'habitude de faire, gérer des urgences, on a l'habitude, c'est notre métier de le faire. Et on ne nous a jamais demandé, tiens, est-ce que vous auriez éventuellement une solution? Non, ça, on ne l'a jamais demandé. On nous a juste dit, non, vous ne pouvez pas. Donc c'était non et on ne vous consultait pas. C'est ça? Voilà, c'est ça. C'est vraiment. On ne demande pas votre avis. Et pourtant, on leur a dit, on est venu avec des dossiers en disant, voilà, on a des moyens de faire des sens de circulation devant les bars, on a les moyens de tester ou de contrôler les gens à l'entrée, de faire respecter les distances. Même colère? Oui, moi je trouve que c'est ça les points. Que nous, les spécialistes de la construction de l'art de la scène, on est capable de construire de nouvelles manières de présenter les choses et on n'est jamais consulté. Donc, d'un côté, j'ai l'impression que le gouvernement, évidemment, ils sont pas... il ne peut pas imaginer si c'est possible ou pas, mais nous, on sait qu'est-ce que c'est possible techniquement à faire et quoi pas. Par exemple, c'est quoi? De changer la circulation dans les théâtres, de changer la façon... Changer les concepts du théâtre. Changer la façon d'aller au théâtre? Oui, d'aller, d'être présente. Je ne sais pas, la configuration d'une scène italienne ou allemande... Ça, c'était fait parce que dans un certain moment de l'histoire, on avait besoin de ça, mais maintenant, on a besoin d'un autre type de théâtre. En fait, ce que j'entends me fait penser, finalement, il y a quelques termes qui sont très parlants. Notre secteur est fait de créatifs, de gens qui sont avec des capacités d'imaginer des situations, d'improviser. On est dans l'art de l'immédiateté. Et en fait, qui finalement a l'habitude, autant que nous, de composer, de travailler avec l'instant, avec l'imprévu. Je pense que tous autant qu'on est, oui, on aurait pu être consulté et arriver avec des idées. C'est un manque d'écoute et un manque de confiance de considération. Et de considération, oui. Il y a aussi un manque les gens ne connaissent pas vraiment qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est capable de faire. Et donc, c'est une incompression du métier en soi-même. Peut-être aussi parce que les médias, vous n'êtes pas trop médiatisés, les médias n'en parlent pas tellement, et je plaide coupable, je veux dire, c'est à un moment donné, on a vu tout le temps des comédiens, des comédiennes, des chanteurs, chanteuses, etc., ceux qui sont dans la lumière, et on parle moins de ceux qui sont derrière. C'est pas non plus notre volonté, parce que je veux dire, quand on va voir un spectacle, on ne veut pas voir la régie qui est derrière, on ne veut pas voir le technicien qui est derrière, et c'était notre but, c'est de ne pas être visible du public. Mais je veux dire, il y a un moment où ne pas être visible, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas exister, quoi. On n'est pas important. Martin? Moi, je pense aussi qu'il y a un énorme manque d'écoute de la part de nos dirigeants. Parce que, par exemple, si on prend le cas des très grosses salles qui peuvent avoir plus de 1000 personnes, on leur dit que c'est 200 personnes maximum dans la salle. C'est ridicule, parce qu'on peut en mettre plus. Et donc... ce manque d'écoute, ce manque d'adaptation pour chaque structure fait qu'on se sent fort incompris, quoi. Il y a eu ça au début. Bon, maintenant ça bouge un petit peu. Il y a eu aussi en début d'année, ce qui a choqué pas mal de gens du spectacle, c'était les sorties scolaires qui étaient interdites. Là, il y a eu un déblocage, il faut quand même le dire aussi quand il y a un déblocage. Donc les sorties scolaires, en tout cas ici, en Fédération Wallonie-Bruxelles, pourront enfin être autorisées aussi sous conditions. Il y avait aussi le cas des parcs d'attractions, par exemple, qui pouvaient accueillir un nombre important de personnes, alors que dans une salle de théâtre, on ne pouvait pas, que ce soit en extérieur aussi, pour les festivals, etc., on ne pouvait pas. On voit par exemple, mais ça c'est aussi à nouveau en France, le Puy du Fou qui a pris X milliers de personnes dans son gradin, alors que dans les salles on pouvait être 5, je ne sais pas combien. Mais en France. Comment vous voyez l'avenir, Annabelle, pour vous et votre coopérative? Très sincèrement, pour nos métiers de costumier, je le vois assez sombre,
Parce que finalement, le Covid est venu accélérer les difficultés, les amplifier. Qui étaient déjà là. Mais elles étaient déjà là, c'est-à-dire que ça fait quand même de nombreuses années que le secteur voit ses aides, ses subsides diminuer d'année en année. Et en fait, je crois qu'il n'y a pas une seule fois où un metteur en scène ou chorégraphe m'appelle sans me dire pour ce projet, il n'y a pas de budget. Ça vous décourage pas? Vous dites pas, je laisse tomber? Ça me permet d'inventer d'autres choses, de dire je souhaite continuer ça parce que ça fait partie de mon identité, enfin, c'est ce que je fais, mais je vais compléter. Ouais. Et ça, pas toute seule, mais avec d'autres, parce que plus nombreuses on sera, plus forte on sera. Voilà, c'est un petit peu la conclusion de cette émission. C'est vrai que ça renforce peut-être, on a envie de faire autre chose, de créer, on a des atouts, enfin vous avez des atouts, donc il faut les mettre en avant et rebondir. Sauf qu'en très court. Sauf qu'en événementiel, ça va être un problème, parce qu'on a beaucoup de techniciens qui se reconvertissent, et le jour où on va vraiment reprendre à la normale, on va se retrouver avec une pénurie de main-d'œuvre, parce que les gens ne seront pas disponibles au moment où on va reprendre. En tout cas, on vous suivra. Maintenant, on a bien compris les lumières, le son, le catering, on n'en a pas parlé, mais c'est important aussi, les transports, etc. Enfin, tout ça, costumières, décorateurs, menuisiers, tout ça est extrêmement important et tout ça traverse des moments difficiles, mais on compte sur vous pour rebondir. Il y a moyen de rebondir. Il faut être écouté. C'est ça un petit peu le mot de la fin. Il faut être écouté. C'est ce qui manque un petit peu. Merci en tout cas à tous les quatre. On était ravis de vous avoir sur ce plateau pour vous entendre enfin. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro de Monde des Arts. Bonsoir.